Moi, président de la République, Je vous demande de vous arrêter. Comme toujours, chaque semaine, retour sur l'actualité, mais vu au travers du prisme de la communication, parce que, plus que jamais, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. On va donc essayer de lire entre les lignes du flot de l'info. Voici le sommaire. Il ne veut pas jouer les mauvais garçons. Interview polie et mea culpa pour Benzema. Il appelle au grand pardon, mais cela peut-il suffire à redorer son blason? Des sondages himalayesques, François Hollande joue au trampoline dans l'opinion. Est-ce le seul effet de la stature présidentielle? Et surtout, comment éviter de faire retomber le soufflet? Et puis, le faire-part le plus cher de l'histoire. 45 milliards de dollars, Mark Zuckerberg donne ses actions le jour de la naissance de sa fille. Serait-ce aussi une façon généreuse de se racheter une image? Et avec nous pour évoquer ces sujets ce soir, Romain Mouton de l'agence RM Conseil. Bonsoir Romain. Anne-Claire Ruel également, prof de com politique à l'université de Cergy. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Guillaume Jubin du cabinet Tilder. Bonsoir. On commence avec une image comme toujours. Et l'image ce soir, c'est l'arrivée de Karim Benzema pour son interview sur TF1. Voilà, regardez-le, souriant, apparemment détendu. On peut imaginer qu'il a envie de montrer un autre visage que celui peut-être d'une caricature de racaille. Ensuite, pour ce qui concerne ses réponses, eh bien, voici un extrait. Vous allez l'entendre expliquer pourquoi, dans les fameuses écoutes téléphoniques, il parlait de Valbuena de façon aussi peu respectueuse. Karim Benzema. La seule chose que je regrette dans tout ça, c'est au téléphone avec mon ami d'enfance, d'avoir pris ça à la rigolade, d'avoir rigolé. C'est la seule chose. Et je peux m'en excuser pour lui, pour toute sa famille. Ces propos que vous regrettez, ils vont lui pisser dessus, tarlouse. Au téléphone, on déconne, on fait les acteurs un peu, on rigole parfois sur des trucs qui peuvent être graves, mais nous, on ne le prend pas grave. Un mot comme ça, tous les joueurs peuvent le comprendre dans un vestiaire. C'est pas, on se dit pas mon cher, etc. On se dit pas mal de choses, mais c'est pas réfléchi, ça sort comme ça. Alors, Romain Mouton, il a eu raison de prendre la parole, même si il revient sur en disant que c'est pas trop réfléchi. Il a raison d'abord de provoquer cette interview? Il a raison, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard parce que la polémique a amplifié, la polémique a duré. Et aujourd'hui, on voit qu'il était dans un corner et qu'il n'avait pas d'autre choix. C'est le cas de le dire, oui. C'est le cas de le dire. Et donc, du coup, le choix du média et le choix de l'émission est bien évidemment un excellent choix puisque c'est l'émission de référence pour le foot. Après... C'était dans le 20h de TF1, c'était pas dans Téléfoot. La suite sera dans Téléfoot ce week-end. Après, le 20h de TF1 et TF1 parce que c'est le média le plus fort et la séquence la plus forte. Donc oui, c'est un excellent choix. Après, on verra certainement ensemble à quel point, par contre, les conséquences ne seront pas forcément bonnes pour lui et pour la Fédération française. Choix cadré. C'est vrai qu'il a choisi cet entretien, donc pas aller en direct sur le plateau. On essaie quand même d'encadrer un petit peu les choses. Et c'est lui qui l'a sollicité, cet entretien d'ailleurs. Oui, c'est lui qui l'a sollicité, mais j'ai envie de dire muscle ton jeu, Karim, en communication en tout cas, parce que ce choix, il est quand même un petit peu étrange. Pourquoi ? Enregistré comme ça. C'est un peu impersonnel. C'est totalement impersonnel. Ça enlève le côté authentique. Quand on est en communication de crise, ce qui est son cas, par définition, il faut qu'on soit réactif et il faut qu'on soit en direct. La preuve, Le Monde avait fait la parution des propos tenus lors de son audition, alors même que l'entretien était déjà enregistré. Donc à chaque fois, ça brouille le message et ça devient illisible. Et ça, c'est un gros problème en com de crise. Muscle ton jeu, c'est une référence à Aimé Jacquet qui parlait à Robert Pires. C'est la seule jeune femme présente sur ce plateau qui a fait le plus de références footballistiques. Guillaume Jubin, vous êtes d'accord avec ça? Il aurait mieux fait de venir en direct? Parce qu'il y a des choses à contrôler aussi, du langage par exemple. Bon. Ce ne serait pas aussi dur, parce que je crois qu'il a cherché à maîtriser sa communication. Il a répété, vous pensez? Ça sent le média training? En tous les cas, c'est évident que cet exercice était préparé. Les nombreuses coupes, la façon dont se déroule l'interview montre bien... Ça, les coupes, c'est après. Tout à fait, mais on y a passé du temps. Et en tous les cas, il était là, effectivement, pour faire passer un message. Mais je crois que ce ne serait pas aussi dur, parce que je pense qu'il a eu raison de faire cet exercice-là. C'est un exercice de sincérité. Et d'une certaine manière, il apparaît également avec ses faiblesses dans cette interview, ce qui finalement, il avait besoin de montrer aussi, je pense, sur cette affaire.
Et on l'a vu avec la capuche qui n'est pas sur la tête. C'est intéressant parce que c'est un contraste avec une image de Nicolas Anelka lorsqu'il était revenu de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Voilà, on se souvient de cette image de retour. Tout le monde l'avait surnommé à cette époque-là Dark Vador. Le message n'était pas du tout le même. Est-ce que vous pensez, Romain Mouton, que grâce à cette interview, au moins, Karim Benzema, il va échapper, il ne va pas être mis dans ce même sac-là, quoi. Il était très agressif dans ses propos, même Nicolas Anelka. Il avait dit qu'en gros, l'équipe de France, il s'en foutait complètement, quoi. Je pense que c'est trop tard. C'est trop tard pour Karim Benzema puisque le mal est fait, parce qu'il a un passif derrière lui, parce qu'il y a eu une succession d'affaires et que son image est profondément entachée. D'ailleurs, si on continue la comparaison, on peut aller jusqu'à 1998. Enfin, le choc des équipes, le contraste entre une équipe de France mature, une équipe de France dont tout le pays était fier d'être derrière, de Laurent Blanc à Zinedine Zidane. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les Français ne sont pas fiers de leur équipe et ne sont pas fiers des valeurs qui sont véhiculées par leur équipe. Et donc, le mal est fait. Oui. Et aujourd'hui, même s'il y a une présomption d'innocence, Karim Benzema est mis en examen. Et donc, du coup, il va falloir tirer des conclusions, certainement au niveau national. On a vu un sondage, d'ailleurs, Anne-Claire Ruel. 8 Français sur 10 ne souhaitent pas qu'il revienne en équipe de France. La sanction de l'opinion la sanction est terrible et il va avoir à gérer ce que tout le monde a géré en communication de crise. Vous savez, on appelle ça la courbe du sphinx. Oui. C'est un peu comme une courbe de Gauss. Oui. On a le déclenchement, on a l'explosion, on a la partie où on est actuellement, on en débat. Donc sur les plateaux télé, par écrit, dans la presse, etc., au café du coin, un petit peu partout. Et on a normalement la sortie de crise. Sauf que lui, dans son cas, le temps judiciaire n'est pas le même que le temps médiatique. Et on va arriver à une confrontation footballistique au mois de mars, notamment pour la rencontre Pays-Bas-Russie. Donc il y a un laps de temps qui fait qu'on va tout le temps revenir sur le sujet. Et les précédents, comme vous le faites justement avec Anelka, ou même on aurait pu rappeler l'affaire Zaya, font que finalement il y a des formes de commémoration au sens négatif du terme, qui font qu'on va tout le temps, ça va rester dans son histoire, dans sa réputation. Et ça va lui faire du tort, assurément. Et en termes de communication aussi, Guillaume Jubin, on peut remarquer un autre choix fait par Mathieu Valbuena pour s'exprimer pour la première fois depuis que cette affaire a éclaté. Lui, il a choisi un choix radicalement différent, pas du tout le 20h de TF1, mais une interview au Monde. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est aussi un choix de maîtrise de la communication. Pour revenir à Karim Benzema, je crois qu'il est dans un exercice de contrition publique, dans un exercice médiatique, et un peu de la même façon, par comparaison de ce qui a pu se produire avec Dominique Strauss-Kahn ou ce qui a pu se produire avec M. Cahuzac. Et on voit bien que finalement, ce qu'on retient, c'est pas le message qu'il passe, c'est pas les réponses qu'il donne, mais c'est une impression générale. Et cette impression générale, ce sentiment finalement qui se dégage, cette émotion qu'on retient finalement de son interview, elle est plus forte que la réponse qu'il apporte justement aux allégations de Mathieu Valbuena. Il y a un petit conseil, Anne-Claire Ruel a donné à Didier Deschamps, la prochaine fois qu'il prendra la parole, quelle posture il doit adopter ? Celle de la fermeté ou au contraire celle de l'ouverture ? Celle de l'ouverture, je pense. C'est lui qui incarne l'équipe de France, donc quoi qu'il arrive, il faut absolument qu'il fédère justement autour de cette équipe. Benzema, à mon avis, ça va être très très dur pour lui. Pour la suite quand même. Et on attend la prochaine intervention de Didier Deschamps qui devrait venir normalement, je crois, la semaine prochaine. Alors si Benzema est au plus bas, en revanche, en politique, eh bien, il y en a un qui tutoie les sommets en ce moment, c'est le président. Plus 20 points dans les sondages, il marche sur l'eau, François Hollande. Il faut dire que l'actualité est très présidentielle. Il y a eu les attentats, évidemment. Regardez cette image lors de l'hommage des Invalides avec lui tout seul pendant que les autres sont rassemblés en tribune derrière. Image évidemment assez frappante sur à la fois la solitude du chef de l'État mais en même temps la distance qu'il met avec le reste du monde et des intervenants. Et puis 48 heures plus tard, nouvelle couche, il recevait les grands de ce monde pour la COP21. Ce qui faisait de lui l'égal des Obama, des Poutine et autres. La grande question aujourd'hui, Romain Mouton, c'est est-ce que tout ça peut durer ? Oui, ça peut durer. Ça peut durer et d'ailleurs cette popularité extrême n'est pas étonnante, ça va dans le sens de l'histoire. Ce qui aurait été étrange, c'est qu'il ne soit pas aussi populaire maintenant. Que ce soit Bush après les attentats de 2001 qui avait bondi dans les sondages, d'ailleurs ça avait duré jusqu'en 2003, que ce soit Mitterrand pendant la guerre du Golfe qui avait pris 19 points, dans tous les cas, c'est ce que les politologues américains ont appelé le rally effect, c'est le ralliement au drapeau. Aujourd'hui, qui est populaire ? Est-ce que c'est François Hollande ou est-ce que c'est le président de la République ? À mon sens, c'est le président de la République qui est populaire. Et les Français, ils ont besoin d'un repère, d'un chef. Et d'ailleurs, dès le soir des attentats, la réalité, c'est qu'on attendait la parole présidentielle, mais on n'attendait pas François Hollande.
on attendait que le président de la République rassure et parle aux Français. Ouais. Donc oui, ça peut durer. Maintenant, ça va être à François Hollande de jouer très finement. Il sait le faire. Et donc c'est pour ça qu'en politique, on n'est jamais mort, en tout cas tant qu'on n'est pas sous terre. Donc François Hollande n'est pas mort. Et sa popularité peut durer, bien évidemment. Alors, il y a des références historiques, Anne-Claire Ruel, qu'on peut rappeler. Il y en a d'autres, hein, parce que vous parliez de George Bush. George Bush senior, après la guerre du Golfe de 91, il est pratiquement à 80% d'opinion favorable. Et puis l'année suivante, il se fait battre par un obscur gouverneur de l'Arkansas, Bill Clinton. Ces envolées sondagières, elles peuvent se retourner très vite. Effectivement, oui, c'est possible que ça se retourne. Là, si on s'intéresse vraiment à François Hollande, il a toujours eu un problème de dialectique entre intimité et respect, autorité, et fonction sacrée un peu de la présidence, et puis le côté un peu profane de Monsieur Petite Blague, etc. Au début, il était trop normal, trop copain. Et puis ensuite, il a fallu prendre de la hauteur. C'est ça que vous nous dites? Non, là où je rejoins, c'est en fait, quand il est vraiment dans sa fonction présidentielle, et là, c'est du sang et des larmes, et il faut qu'il gère au fur et à mesure. C'est un peu ce que John Austin disait, c'est-à-dire que c'est dire, c'est faire. Là, dire l'état d'urgence, c'est le faire. Concrètement, les Français le voient, les militaires dans la rue, les mesures applicables tout de suite. On voit l'impact tout de suite de ce qui se fait. Contrairement à des mesures économiques où c'est beaucoup plus long, où c'est pas palpable, c'est pas quantifiable tout de suite évidemment. Donc c'est là où finalement la fonction présidentielle le porte. Voilà, de là à savoir si ça va durer dans le temps, je ne sais pas, parce qu'en fait il progresse surtout, on le voit auprès du camp de droite, donc alors qu'il devrait plutôt amener à lui ses électeurs et les gens qui lui sont proches pour pouvoir essayer de mobiliser pour la présidentielle. Donc à voir. Guillaume Jubin, comment alimenter le moteur de la popularité? Parce qu'il n'y a pas un état d'urgence tous les jours, heureusement d'ailleurs. Non, mais je crois que la présidentialisation, elle s'acquiert souvent à l'international. Et quand elle s'acquiert à l'international, elle ne porte pas ses fruits, elle est sans effet. Vous avez cité l'exemple de George Bush, qui est effectivement un exemple parfait en la matière. Là, on est sur une autre configuration, puisque François Hollande, il se représidentialise sur la scène nationale. Ouais. Et donc, les points, j'allais dire, qu'il a marqués et qu'il a acquis en devenant président au cours des événements tragiques que la France a traversés, finalement, il ne risque pas de les perdre dans les mois qui viennent. Donc, je pense qu'il aborde les échéances qui viennent sur la stratégie qui était la sienne, à savoir de se représidentialiser, qui était sans doute le manque qui lui était le plus critiqué. Donc, il faut qu'il continue sur cette tendance, mais d'une certaine manière, en se rapprochant de la vie des Français, comme il le fait aussi parallèlement, il est dans un rythme de communication qui est assez bon et qui, à mon avis, inquiète aussi ses challengers pour l'élection présidentielle à venir. Justement, parmi ces challengers, il y a Nicolas Sarkozy. Regardez ce petit extrait, c'est Nicolas Canteloup, mais face à Nicolas Sarkozy. Nicolas Canteloup qui imite François Hollande lors d'une de ses journées, normales, quoi. Je passais juste... car j'ai rendez-vous ensuite avec le président Barack Obama, avec la chancelière Angela Merkel, pour sauver, la planète, avant d'aller vaincre Daesh avec Vladimir. Vladimir Poutine, pardon, nous sommes très proches, donc je l'appelle Vladimir. Ensuite, j'irai rencontrer le pape, avec qui je dois finaliser les derniers préparatifs de ma future canonisation. Oui, c'est ça, ouais. Bref, une journée normale, vous l'avez compris. Il doit rire un peu jaune, Nicolas Sarkozy, quand même, Romain Mouton. C'est une séquence qui est très dure pour lui. Depuis les attentats, on sent qu'il ne sait pas sur quel pied marcher. Il a été à la fois dans le soutien à François Hollande, il a été dans l'opposition et il n'arrive pas à incarner une ligne claire. Son discours, il refait des discours qu'il faisait déjà en 2007 pendant la campagne présidentielle et finalement, il n'arrive pas à trouver sa place face à François Hollande. D'ailleurs, on le voit dans différents sondages et on voit qu'il n'arrive pas à rassembler sa famille politique et les Républicains derrière François Hollande. Alors que d'autres ont choisi un positionnement différent et donc du coup, c'est aussi la primaire de 2016 qui se joue à travers ça. Je voulais juste rajouter un point sur François Hollande et sur les socialistes. On voit aussi que l'impact n'est pas total puisque alors que les candidats socialistes au régional devraient bénéficier un petit peu de cette popularité, aujourd'hui, les candidats au régional socialistes sont troisièmes dans la plupart des sondages et donc, du coup, ne bénéficient en aucun cas de ce bond de popularité de François Hollande. Donc, c'est clairement le président de la République qui est populaire et pas les socialistes ni François Hollande. Alors, il y en a un autre qui a un peu de mal à trouver son positionnement, c'est Manuel Valls. Pour exister, il a choisi de prédire le pire. Il avait notamment parlé de risques chimiques et bactériologiques. Écoutez-le, il s'en a expliqué, c'était également sur Europe 1. J'ai voulu détailler
toutes les menaces auxquelles nous devons faire face. Et comme Daesh, comme l'État islamique, a utilisé des armes chimiques, comme d'ailleurs le régime syrien, contre les citoyens de ce pays, contre le peuple syrien, il faut être prêt à toute attaque de ce type. Il ne s'agit pas de faire peur. Vous avez fait peur. Mais il ne s'agit pas de faire peur ou de créer je ne sais quel état anxiogène. Il s'agit tout simplement de savoir à qui nous avons face. Anne-Claire Ruel, on voit bien le positionnement qu'a choisi le Premier ministre ici. Il est quand même dans ce registre de celui qui prédit le pire. Oui, mais c'est toujours son registre. Il reste sur son... C'est fondamentaux. Exactement, il reste sur ses fondamentaux. Et je pense que c'est même François Hollande qui le rejoint. C'est-à-dire que si on s'aperçoit le 11 janvier, François Hollande avait un message un peu empathique et Valls était là à la tribune pour avoir un message beaucoup plus martial, avec un ton martial, avec le symbole de l'autorité. Aujourd'hui, on voit un François Hollande qui adopte ce ton un peu martial, cette autorité, un peu le va-t-en-guerre français, et un Valls qui surfe justement sur ce côté récupération du drapeau qui lui correspond totalement. Donc il est dans son registre, il est dans son registre de communication. Il n'y a pas de surenchère, Guillaume Jubin ? Mais je crois que depuis l'instauration du quinquennat, finalement, quand on a un président qui est fort, y compris qui a une image forte, une popularité qui est forte, le Premier ministre a du mal à exister. Et finalement, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour Manuel Valls aujourd'hui. Alors, on va maintenant quitter la politique pour le coup de com' le plus cher de l'histoire, 45 milliards de dollars, rien que ça. C'est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Le jour de la naissance de sa fille, il lui a écrit une lettre qu'il a rendue publique et dans laquelle il explique qu'en gros, elle ne va pas hériter de sa fortune colossale. Hélas, tant pis pour toi. Il va léguer 99% de ses actions Facebook à une fondation. Alors, il faut le rappeler à Anne-Claire Ruel, c'est un grand classique, la philanthropie comme ça, de masse, si l'on peut dire, aux États-Unis. Oui, c'est un grand classique, à ceci près qu'on voit quand même une évolution, c'est-à-dire qu'on avait de la philanthropie un peu à la papa, avec les Rockefeller notamment, toutes ces dynasties qui donnaient mais de manière un peu passive. Et là, on a un Mark Zuckerberg qui est beaucoup plus actif, c'est-à-dire que c'est vraiment une logique entrepreneuriale. C'est d'ailleurs, je crois, alors je ne suis pas spécialiste du genre, je regarde mes camarades, mais je crois que le statut même de sa fondation est spécial, c'est-à-dire que c'est quand même, il peut investir aussi dans des entreprises privées. Ouais. Donc c'est totalement différent. On voit qu'il y a un retour sur investissement. Il va pouvoir suivre les choses au fur et à mesure. Donc c'est quand même une autre manière d'avancer les choses. Ça reste néanmoins quand même, même s'il y a de l'optimisation fiscale, une opération de communication certes, et même s'il y a, je pense, de la philanthropie sincère derrière, c'est une opération de communication aussi. Malgré tout, Guillaume Jubin, on entend bien, et d'ailleurs sur Internet, il y en avait partout dès l'annonce de cette donation, tout le monde voit le mal un petit peu dans cette histoire. Alors, tout le monde voit le mal et on a l'impression qu'il est plus critiqué d'ailleurs sur cette action qu'il ne l'a jamais été. Oui, c'est vrai. Assez paradoxal. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est finalement l'incarnation de la génération Y. La génération Y, elle veut trouver du sens dans ce qu'elle fait, quand elle cherche un job ou quand elle fait du business. Mark Zuckerberg, c'est l'illustration exceptionnelle de la réussite américaine. Il est devenu milliardaire. Il n'empêche qu'il reste un représentant de la génération Y qui, quand il fait du business, veut y trouver du sens. Et ce qu'il fait là, c'est toujours avec cet esprit d'entrepreneur, aller le plus haut possible dans le sens qu'il veut donner à sa vie. Alors c'est intéressant ça, Romain Mouton. Trouver du sens, c'est vrai que c'est une question qui est au cœur de la réflexion de la plupart des grandes entreprises aux États-Unis, mais aussi en France. Bien sûr. Mark Zuckerberg est au cœur du charity business qui se développe aux États-Unis et je trouve qu'on lui fait un mauvais procès. Il a fait un joli coup de com'. C'est vrai que pour sa fille, plus tard, je ne sais pas ce qu'elle en pensera en particulier, mais par contre... Elle sera d'accord. Il lui restera à peu près 450 millions de dollars. Parce qu'elle sera patronne de Facebook. Et donc, oui, c'est un joli coup de com'. Après, personne n'est dupe. C'est-à-dire que le problème, c'est que d'un côté, on reparle des avantages fiscaux qu'il va pouvoir avoir, on reparle de la fiscalité de Facebook, etc. Mais au final, c'est une fondation qui va avoir de l'argent, qui va mener des actions, et au final, il va y avoir des bénéficiaires. Donc, si on voit le final de cette opération, c'est que ça va profiter à des gens qui en ont besoin, et c'est plutôt une bonne chose. Après, effectivement, il profite d'un système et d'une optimisation fiscale. Il a raison, il a monté un business, c'est un businessman, il ne va pas faire le contraire. Après, c'est intéressant aussi le maniement des chiffres en termes de communication, de dire qu'il donne 99%, on s'imagine que d'un seul coup, il n'est plus rien chez Facebook. Sauf que la réalité, c'est qu'il garde le contrôle de Facebook, que ça va se faire sur plusieurs années, qu'il va donner 1 milliard pendant 3 ans et qu'après, ça va se répartir. Donc, il reste bel et bien le patron et surtout, il veut marquer l'histoire. Et ça, c'est important dans son esprit. C'est-à-dire que Facebook, c'est une révolution, mais Facebook, c'est un outil.
Ouais. Alors qu'en donnant de l'argent, il veut, dans la lignée des Bill Gates, etc., marquer l'histoire autrement. La lignée des Bill Gates, des Warren Buffett, des George Soros également. Écoutez-le. Je pense que l'essentiel n'est pas combien vous donnez, mais de quelle manière. La qualité est au moins aussi importante que la quantité. Et je peux vous assurer, d'après mon expérience personnelle, que certains petits dons ont eu de plus grands effets que les sommes immenses que j'ai pu distribuer. Anne-Claire Ruel, on est plus dans la philanthropie à la papa dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, mais c'est les racines aussi de cette génération Y, effectivement, qui investit, qui s'implique, qui gère ça comme une entreprise. C'est-à-dire que maintenant, on attend, si on veut lutter contre la rougeole pour Bill Gates, par exemple, on y va, on regarde très concrètement ce qui est fait sur le terrain, on avance, on suit les choses au fur et à mesure. Alors, il y a d'autres milliardaires qui ont participé à ce programme, mais Guillaume Jubin, il y en a un qui ne l'avait pas fait de son vivant, et au moment où il est mort, c'était à peu près la seule fausse note de sa biographie, c'était Steve Jobs, qui n'a jamais rien donné, et ça a pas mal terni son image. Depuis, Tim Cook essaie de se rattraper. Lui, alors, il donne beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est pour enlever une image de radinerie qui pourrait coller à la pomme? Je crois que Steve Jobs garde quand même une image très forte. Il n'y a qu'à voir, l'annonce de sa mort avait, pour la première fois, s'agissant d'un dirigeant d'entreprise, entraîné même des manifestations dans la rue de tristesse après son décès. Là, c'est Tim Cook qu'on voit pendant que vous parlez. D'une certaine manière, j'allais dire, il n'en a pas eu besoin. Ouais. Il n'en a pas eu besoin. Et on se rappelle de sa maladie, on se rappelle d'un homme affaibli, on se rappelle de beaucoup de choses aussi qui ont touché la fin de sa vie. Il n'en a pas eu besoin. Et je crois que d'ailleurs, d'une certaine manière, il a été épargné par la critique pour des raisons qui tenaient effectivement aussi à la situation qui était la sienne à la fin de sa vie. Mais vous pensez, Romain Mouton, que c'est de la com ce que fait Tim Cook quand il change de pied sur cette question-là? C'est pour réhabiliter un peu l'image d'Apple et ces grands Américains qui passent parfois pour des gros méchants qui veulent dévorer le monde? Je pense que dans toute action de mécénat, il y a une action de communication, oui, mais ça devrait même nous faire réfléchir, nous en France, pourquoi il n'y a pas justement ce développement de fondations privées qui finalement bénéficient à des gens en action finale. Ça commence, les niels, tout ça arrive et commence à bouger les lignes. Effectivement, ça se développe. Merci beaucoup à tous les trois. Comme toujours, c'est fini, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Tout de suite, le journal sur LCI.